Une question de tous les jours en Guinée, les acquis et les défis. C'est dans cette émission justement liée aux défenses des droits de l'homme en Guinée. Mesdames et messieurs, nous continuons cette émission. Idrissa Condé, on en parlait tout à l'heure sur cette question d'acquis. Aujourd'hui surtout sur l'avancement dans le dossier du 28 Oui, septembre. je terminais rapidement pour dire qu'il faut saluer quand même les efforts faits par le ministre Cheikh Sako pour booster ce dossier, même si on attend encore la tenue effective du procès des événements du stade du 28 septembre. Mais déjà, le fait d'avoir pu boucler le budget de ce procès, d'avoir pu identifier un site où doit se tenir le procès, et d'avoir pu quand même mettre main sur une pièce clé de ce procès, en l'occurrence Toumba Diakité, l'aide de camp de Dadis, je crois que c'est très important dans la procédure pénale et qu'on va aller très vite vers ce procès pour rendre justice aux victimes, aux familles des victimes quand même qui se sont constituées ici. Il y a la famille des victimes des événements du stade du 28 septembre, notamment les femmes qui ont été violées, les personnes qui ont perdu la vie. Voilà. Donc il y a une question de justice sociale à rendre et nous espérons sincèrement que le gouvernement guinéen va travailler sur cette question essentielle, les droits de l'homme. L'acteur principal de ce procès, appelé par bon nombre Toumba Diakité, aujourd'hui son état inquiète quand même le pool d'avocats de ce monsieur. Pour vous. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai écouté les avocats de M. Toumba Diakité. Et nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, comme on le dit, quel que soit le degré, même s'il est présumé coupable ou on le reproche ses crimes, voilà, la présomption d'innocence, il bénéficie de cela. Ça, c'est un. De deux, d'ailleurs, son état que les avocats ont annoncé, nous demandons au gouvernement de prendre toutes les dispositions. S'il a une nécessité d'évacuer Toumba Diakité, on peut l'évacuer en toute sécurité. Parce que, c'est-à-dire qu'il a dit tout à l'heure, c'est une pièce maîtresse dans cette affaire. Qu'il soit coupable ou non pas coupable, ça je ne saurais le dire. Seule la justice peut établir cela. Mais ce que je veux dire, c'est que du fait que déjà, il est une pièce maîtresse dans cette affaire, il faut qu'on fasse tout pour qu'il retrouve sa santé. Il faudrait quand même mettre tout en œuvre. Le ministre a fait la communication là-dessus, les dispositions qu'il a prises par rapport à cela. Mais les avocats sont partis jusqu'à dire qu'ils demandent au ministre de donner l'autorisation à la presse d'aller voir l'État. Alors ça veut dire vraiment l'État est inquiétant. Alors nous demandons à l'État, s'ils veulent la vérité dans cette situation, il ne faudrait pas que quelque chose arrive à Toumba. Il faudrait mettre immédiatement il faut prendre toutes les dispositions. S'il faut l'évacuer, il faut l'évacuer en toute sécurité pour qu'il retrouve sa santé afin que le procès puisse être tenu effectivement. La justice, la défense des droits de l'homme aussi, c'est cette question d'indemnisation des victimes de différentes manifestations qui se posent. Oui, naturellement. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qu'il faut dire sur cette question d'indemnisation quand on priorise certains par rapport à d'autres? Bon, il a dit, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. C'est-à-dire tout simplement, s'il faut indemniser, il faut indemniser toutes les victimes. Ça veut dire que chacun a droit à l'indemnisation lorsqu'il a été victime. Alors l'État doit prendre... Et là aussi, depuis que les accords ont été signés par rapport à ces indemnisations jusqu'à présent, on ne voit rien. Mais tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Parce que quand la justice fonctionne, on n'a pas besoin d'accords politiques ou de négociations ou de dialogue entre eux. De passage d'ailleurs, les violences qu'on parle sur l'axe, qu'est-ce qui entraîne la violence? C'est le manque de justice, c'est l'impunité. C'est-à-dire que lorsque les gens sont accusés, qu'ils ont fait des vandalismes, ou bien qu'ils ont tué, ou ils ont assassiné, quel que soit le bord politique où se trouve, mais lorsque l'intéressé est appréhendé et traduit en justice, jugé et condamné, je vous assure, il le sait en droit, la peine n'est pas seulement que capacité de privation de liberté. L'effet ne s'arrête pas là, mais l'effet aussi a un effet dissuasif. Parce que si lorsque les uns sont condamnés, les autres qui prétendent aussi faire sont dissuadés. Alors vous allez voir que immédiatement la solution, vous allez voir que les crimes vont prendre fin. Mais aujourd'hui, on ne fait que citer, professeur Hassan Lézis le disait dans l'une de ses interventions, il en a assez de ces autopsies. Il fait l'autopsie, il fait des rapports, il rentre, mais on dit il est mort par balle. Mais balle provient d'où? Mais qui a la capacité de prouver? C'est l'État. Même en cas de suicide, qui enquête? L'État. C'est l'État. Quel
que soit. Alors que suicide, on sait que c'est la personne qui s'est tuée lui-même. Mais on dit que c'est l'État qui doit inquiéter. Alors c'est pour vous dire que la responsabilité incombe à l'État de prouver vraiment qui a fait quoi et de sanctionner à la hauteur de la forfaiture. Voilà, je reviens avec Idrissa Condé. On parle d'indemnisation dans le pays aujourd'hui des victimes des manifestations. Pour vous, cela doit s'arrêter là? Moi, je pense déjà qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de victimes. Que ce soit au plan pénal, que ce soit au plan civil. Notre histoire politique est très tendue et parsemée d'embûches. Est-ce qu'il faut indemniser uniquement les victimes de Alpha Condé, ou est-ce qu'il faut commencer par ceux de Sékou Touré, de Lansana Conté et de Dadis? Quand vous dites Alpha Condé, Sékou Touré, Lansana Conté, vous voulez parler de quoi concrètement? Globalement, quand vous prenez nos institutions politiques et administratives, l'histoire de notre pays, l'histoire politique de la Guinée, c'est-à-dire que nous avons des victimes politiques à partir de 1958 jusqu'en 2018. C'est-à-dire que du premier régime au deuxième régime, au troisième jusqu'au quatrième, en tout cas tous les chefs d'État guinéens qui se sont succédés au pouvoir, qu'ils soient civils ou militaires, ont causé des victimes, ont fait du tort à la population guinéenne. Il y a une injustice qui n'a pas été réparée. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Non, c'est parce que... Qu'est-ce que cela a été on a connu les événements du Cambouaro, on a connu les événements de 85, on a, avec le Mfatara de... Voilà, vous basez sur quoi? On a connu... Non, mais on a connu... Je pense que la culpabilité doit être déterminée par les institutions en charge de la justice nous vous parlons de la responsabilité de l'État. Éclairez-nous. C'est-à-dire que l'État guinéen est responsable. On a dit à un moment... L'État égal à une personne? Non, l'État est une... le professeur disait en droit constitutionnel... L'État est une... Lansana Conté... Non, l'État est une personne morale, le droit public, titulaire de la souveraineté. Mais vous savez que un régime est, comment on appelle, est incarné par un homme. Si je prends la tête des exécutifs qui se sont succédés dans notre pays, la première personnalité de l'exécutif de notre pays, en 58, c'est Sékou Touré. Après, c'est Conté. Après, c'est Dadi, c'est Kouba, c'est Alpha Condé. Donc, je vous parle en termes de régime. Mais en termes de responsabilité, il y a une seule responsabilité. C'est la responsabilité de l'État guinéen par rapport justement à cette situation globale de la violation massive des droits de l'homme, où on a fait en sorte que la question des droits de l'homme est restée une question très violente, où on a tué des Guinéens, on a blessé des Guinéens, qu'il n'y a pas eu de justice. Donc il y a cette responsabilité morale de l'État, et qu'il faut pouvoir corriger, même la responsabilité pénale. Parce que vous savez ce qui s'est passé au Cambouaro, et l'État, les événements du stade du 28 septembre, je rappelle que c'est l'armée guinéenne qui y était. Et l'armée guinéenne, ce n'est pas l'armée japonaise. Ce n'est pas encore, cela n'est pas encore prouvé, parce que d'autres parleraient de personnes en tenue. C'est une supposition. Donc, on ne peut pas être affirmatif. Monsieur Traoré, jusqu'à ce qu'on nous rapporte la preuve du contraire, c'est un détachement. Le capitaine Toumba a été très clair. C'est un détachement du camp Alpha Yaya qui est arrivé au stade du 28 septembre, et après on sait ce qui s'est passé. Voilà. Alors, mais comme il a dit, c'est-à-dire que ce qu'il veut dire, c'est que quand il parle des victimes de 58 à nos jours, c'est parce que tout simplement, cette population a été victime de la violence d'État. D'ailleurs, les gens, par méconnaissance de l'histoire, les gens parlent des questions de communautarisme et autres. Ces questions n'ont jamais été... Tout le monde a été victime. Les gens sont... Les questions de communautarisme, on est victime des discours politiques. C'est seulement cela. Voilà. Mais quand vous regardez les victimes, ici, Soussou n'est pas victime de Malinké, Malinké n'est pas victime de Guerrier. La population guinéenne a été victime de la violence d'État. Il faut le rappeler, c'est important. En tout cas, voilà. C'est clair dans cette émission. Nous allons poser cette autre question. Aujourd'hui, quel est le gap, justement, dans l'atteinte de défense des droits de l'homme en Guinée? Rapidement. Le gap, c'est-à-dire, vous voulez parler de... Le manque, justement, parce que si vous parlez d'acquis, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Oui, justement, le manque d'abord, c'est la non-application de la loi, dans toute sa rigueur. C'est là notre problème dans ce pays. C'est pourquoi j'ai appelé cela, l'autre fois, j'ai dit, c'est l'insécurité juridique. Et elle est pire. Parce que vous savez, quand l'insécurité juridique s'installe, c'est la justice personnelle qui prend le devant. Parce que les gens vont essayer de... Vous savez, on a passé des périodes ici où les gens se faisaient du vendetta, comme on le dit entre guillemets. C'est-à-dire que se rendre justice soi-même. C'est parce qu'ils ne se sentent pas protégés par la justice d'État. Quand ils ne sont pas protégés par la justice d'État, l'injustice, c'est-à-dire conduit à la frustration. Et quand il y a la frustration, dès la moindre occasion,
immédiatement, c'est l'explosion, c'est la violence. C'est ça. Oui, par rapport... par rapport à cette question aujourd'hui, est-ce que vous pensiez... quelle est justement votre analyse sur cette question de manque aujourd'hui à gagner par rapport aux défenses des droits de l'homme en Guinée? Bon, je pense qu'on n'a pas une société qui milite beaucoup pour les droits de l'homme. Comme il l'a dit tout à l'heure, mon cher Samoura, la Guinée a été victime du vandalisme d'État. C'est-à-dire que l'État était toujours le bourreau principal contre sa population. Je crois qu'il y a cette tendance que nous essayons de corriger, de renverser. Et pour cela, on a besoin de la justice. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministre Cheikh Sako, malgré le fait que les procédures soient encore pendantes devant les juridictions, est en train de renouveler le personnel. On a beaucoup de nos étudiants qui ont le concours de la magistrature et aujourd'hui qui sont en train de rentrer dans la catégorie des magistrats de ce pays. Et je pense que ça va aider à renouveler les générations de magistrats et à pérenniser aussi le travail de notre magistrature. Et je pense que l'avenir de la Guinée passera par la justice. Si on veut construire un état de droit, si on veut construire un état démocratique, il faudrait que la question de la justice soit une question fondamentale pour l'État guinéen. C'est fondamental dans cette émission. Nous allons parler de la RADDHO dans ces dernières minutes. Pour vous, aujourd'hui, on a assisté à une disparition très momentanée de la RADDHO. C'est vrai, comme cela vous l'avez dit. Par quoi? C'est vrai que la RADDHO, comme dans un premier temps, comme vous le savez, c'était dirigé par M. Mamadi Kaba, qui a été par la suite, qui a bénéficié d'un décret de nomination à la tête de l'INDH. Et à un moment donné, la restructuration de façon globale s'est dessinée à l'horizon à partir de Dakar, comme vous le savez, parce que la RADDHO est une organisation panafricaine qui a un statut spécial aux Nations Unies auprès de l'ECOSOC et membre observateur également aussi de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine, alors qu'il y a des observateurs dans le pays. Alors cette réforme a commencé, parce que la preuve en est que c'est le mois passé que ça a été clôturé par le congrès de la structure mère à Dakar. Et tout cela a fait qu'il fallait observer cette traversée du désert pour mieux restructurer. C'est pourquoi d'ailleurs, comme vous l'a dit tout à l'heure, l'observatoire qui était là, le premier responsable, c'était le président. Mais maintenant, dans le cadre de la restructuration, on parle maintenant du coordinateur général de l'observatoire de la rencontre africaine des défenses des droits de l'homme en Guinée, RADDHO Guinée. Alors, c'est pour vous dire que nous sommes revenus quand même. On est sur le terrain, on a notre siège qui est à la tannerie. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous pourriez dire votre mot quand on sait bien qu'il y a d'autres organisations qui ont eu le temps, en tout cas, de prendre le débat. N'oubliez pas, je vous rappelle d'ailleurs... Je vous rappelle que la RADDHO d'abord est une structure très vieille. La RADDHO aura ses 30 ans l'année prochaine. C'est pour vous dire que d'abord, au point de vue de notoriété, nous n'avons pas donné la notoriété à la RADDHO. La RADDHO ne fera que réitérer son engagement et tenez-vous bien, la RADDHO a contribué à beaucoup de pays à faire des réformes institutionnelles. Sauf nous que d'autres ont pris le devant aujourd'hui sur vous. Non, c'est mon cher ami, on était ensemble à Dakar. Oui, donc je le sais. On était ensemble à Dakar. C'est mon cher ami. Dans le temps, c'est une organisation, c'est une grande organisation. C'est comme ça, vous savez. Il y a un bon moment, on n'entend plus parler de cette institution. Oui, mais si la RADDHO est revenue, vous savez, nous sommes revenus. Vous étiez partis. Non, on n'est pas... Vous étiez agonisant. C'est-à-dire que pas agonisant, mais comme vous l'avez dit, je vous ai expliqué les raisons. À un moment donné, dans les activités des questions... Le départ de Kaba on a dit les questions de droits de l'homme. Les questions de droits de l'homme, comme il a dit, c'est une question permanente. Vous comprenez? On ne finira jamais, aucune organisation ne finira par occuper les terrains. On a vu des organisations de la société civile. C'est pas la même expérience. C'est pas la même chose. Vous savez, il y a d'autres... On peut prendre des médias, c'est normal. Chacun a sa stratégie. Vous comprenez? Nous, l'originalité, c'est quoi? D'après le constat, on dit il faut rééduquer les citoyens guinéens, c'est important. Il faut contribuer. Nous, on investit des écoles, on forme les jeunes.
Il faut inculquer la valeur républicaine au niveau des jeunes. Dans les écoles En général, parce que les jeunes ont perdu la valeur civique républicaine. Alors, c'est dans ça. le quotidien du Guinéen. Voilà, c'est important. Pratiquement, nous arrivons à terme de ce numéro de cette soirée. Idrissa Condé, merci d'être passé encore. Merci à vous, M. Traoré, Voilà. et bonsoir Merci à à nos M. téléspectateurs. Samora Merci. Moussa. Voici, Il est le tout un coordinateur plaisir. national de la radio en Guinée. Mesdames et messieurs, nous étions avec vous dans cette émission. Demain, on va se retrouver encore même heure, même télévision. Bonsoir chez vous.